Le ciel de Paris, d'une clarté trompeuse, jetait une lumière blafarde sur les rues sombres, où les façades haussmanniennes se dressaient, impassibles, témoins muets d'une ville enchaînée. Le pas cadencé des patrouilles allemandes résonnait sur les pavés humides, brisant le silence, martelant l'air d'une cadence implacable. Sur les murs, les affiches de propagande aux couleurs criardes se mêlaient aux avis d'exécution fraîchement collés, maculant la beauté éternelle d'une capitale soumise. La ville lumière était devenue une scène de surveillance silencieuse, où chaque regard pouvait être une menace, chaque souffle un aveu. Au cœur du quartier latin, dans le refuge poussiéreux d'une librairie ancienne, Élise menait sa double vie. Vendeuse, érudite en apparence, le cheveu châtain soigneusement tressé, les mains souvent gantées d'encre et de respect pour les vieux grimoires, elle était la parfaite intellectuelle réservée. Ses 22 printemps se dissimulaient sous une gravité étudiée, mais son regard, un bleu profond et insondable, trahissait d'une détermination farouche, une flamme cachée. Il y avait en elle la militante active, le rouage essentiel d'un réseau de résistance tissé dans l'ombre. Elle vivait avec sa grand-mère, Madame Dubois, une femme aux yeux vifs et au cœur vaillant, mais à qui Élise taisait tout de ses activités clandestines, ajoutant une couche supplémentaire de culpabilité à l'armure protectrice qu'elle portait au quotidien. Les livraisons de livres rares, souvent oubliés ou prohibés, lui servaient de paravent pour des missions bien plus périlleuses. La flamme de sa résistance, loin d'être un feu follet, était un brasier alimenté par le souvenir brûlant. 6 mois plus tôt, la Gestapo avait abattu son frère aîné, Pierre, fusillé pour un acte de sabotage audacieux. La douleur s'était transformée en une soif inextinguible de justice, de vengeance peut-être, mais surtout en un désir ardent de voir son pays retrouver sa liberté, une promesse murmurée à l'oreille du vent chaque nuit. Cet après-midi-là, sous un prétexte de « rendez-vous galant », un cliché qu'elle détestait mais qui servait si bien de camouflage, Élise se rendit à une rencontre secrète. L'arrière-salle d'un café, imprégnée d'odeurs de chicorée et de tabac froid, servait de lieu de rendez-vous. Jean-Luc l'attendait déjà. Ancien professeur d'histoire, la cinquantaine passée, il était une figure paternelle au sein du réseau Liberté, son visage marqué par l'intelligence et la lassitude des combats invisibles. « Ma chère Élise, vous êtes ponctuelle comme toujours », murmura Jean-Luc en souriant d'un coin des lèvres, ses yeux pétillants de malice. « Votre jeune homme ne vous a pas fait faux bond, j'espère ?» Élise répliqua d'un ton qu'elle voulait léger, mais où perçait une pointe d'amertume. « Il s'est fait attendre, ce qui est fâcheux. Mais l'attente, n'est-ce pas la mère de toutes les vertus en ces temps-ci ?» Jean-Luc hocha la tête, ses doigts tapotant une boîte d'allumettes. « Indéniablement, votre prochaine lecture, Élise, sera « Les fleurs du mal ». Vous porterez une attention particulière aux éditions antérieures à 1861. Cherchez-y les passages soulignés et notez les numéros de page. Un certain monsieur Moreau, qui aime la poésie, passera à la librairie mardi, vers 16h. Il connaît le code pour récupérer l'ouvrage. Élise comprit. Les fleurs du mal, un classique censuré, servait de support pour des messages plus dangereux que des vers. Les fleurs sont rares en ce moment, Jean-Luc, dit-elle, mais la beauté réside souvent dans la rareté. Exactement, répondit Jean-Luc, son regard fuyant vers la fenêtre. Continuez d'observer les mouvements de troupes autour des gares de l'Est et du Nord. Et rappelez-vous, la plus grande discrétion. Chaque détail compte. Alors qu'Élise quittait le café, le cœur serré par le poids silencieux de sa tâche, une patrouille de la Wehrmacht s'arrêta devant l'établissement. Leurs bottes claquèrent sur le trottoir, un écho froid à la vie qui tentait de subsister. Un jeune officier, blond, élancé, dont les insignes indiquaient un grade d'Hauptmann, se tenait en tête. Son regard, d'un bleu pâle, traversa la foule et croisa furtivement celui d'Élise. Un instant fugace. Il n'y avait pas d'agressivité, pas de mépris dans ses yeux, juste une nuance de mélancolie, une lueur d'humanité inattendue qui troubla Élise. Elle détourna le regard, accélérant le pas, le cœur battant la chamade, non pas de peur, mais d'un sentiment indéfinissable. Cet instant lui rappela la complexité insondable du conflit, la grisaille des âmes sous l'uniforme, mais aussi la vigilance constante qu'exigeait sa double vie. Elle rentra chez elle, le poids des secrets sur ses épaules, plus seule que jamais. Quelques jours plus tard, la routine de la librairie fut troublée par une présence familière. Hauptmann Werner Schmidt, l'officier aux yeux mélancoliques croisés devant le café, était un client régulier. Élise l'avait d'abord remarqué pour son allemand impeccable, mais c'était sa connaissance surprenante de la littérature française qui avait ensuite piqué sa curiosité puis son inquiétude. Officier de la Wehrmacht affecté à ce qu'il appelait pudiquement
L'administration culturelle, Élise suspectait plutôt les cartes et les renseignements. Il visitait la librairie pour y chercher des éditions rares, des cartes anciennes ou des ouvrages de philosophie qu'elle n'aurait jamais imaginé trouver sur les étagères d'un soldat. Mademoiselle Dubois commença-t-il un après-midi, sa voix posée, un léger accent qui rendait son français encore plus captivant. « J'espère ne pas vous déranger dans vos précieuses recherches. Je suis à la recherche de quelque chose d'insaisissable. Un exemplaire original de Les Liaisons dangereuses de Laclos. Mais pas n'importe lequel. Une édition de 1782, si possible. » Élise sourit, un sourire professionnel qui masquait l'onde de choc qui la traversait. Les Liaisons dangereuses, un roman épistolaire sur la manipulation et la séduction. Un choix intéressant pour un officier. Le désir de l'insaisissable est souvent plus fort que la possession, n'est-ce pas, Hauptmann, répondit-elle, ses yeux sondant les siens. Cette édition est rare. Je peux la chercher pour vous, mais je ne garantis rien. La rareté fait le prix, n'est-ce pas, répliqua-t-il, un éclair d'amusement dans le regard. Comme pour la confiance ou la liberté. Leurs premiers échanges étaient toujours empreints de cette formalité, cette politesse étudiée qui masquait des profondeurs insoupçonnées. Élise utilisait sa connaissance encyclopédique des livres comme un bouclier, mais aussi comme un moyen subtil de le sonder. Elle glissait des allusions, des questions indirectes sur les auteurs qu'il lisait, sur ses opinions. Werner, lui, répondait avec une intelligence rare, ses mots choisis avec une précision qui la troublait. Il semblait voir au-delà de sa façade réservée un fait qui la mettait constamment sur ses gardes. Il lui avait un jour demandé si elle aimait Les Misérables, et leurs discussions sur la justice et la rédemption, sous le couvert de l'analyse littéraire, avaient pris des airs de joute verbale, chaque mot pesé, chaque silence éloquent. Le jeu du chat et de la souris s'installa, pernicieux et stimulant. Élise cherchait une faille, un renseignement, une indication sur sa véritable nature, sur les forces d'occupation. Werner, de son côté, semblait chercher quelque chose en elle, une authenticité, une résonance intellectuelle qu'il ne trouvait peut-être pas ailleurs. Il la regardait parfois avec une intensité qui la laissait perplexe, un mélange de curiosité et d'une sorte de reconnaissance silencieuse. Il y avait dans son attitude une mélancolie persistante, un secret qu'il portait aussi lourdement que le sien. Un premier dilemme germa dans l'esprit d'Élise. Cet homme, cet officier allemand cultivé et énigmatique, pourrait-il être une source d'informations précieuses, ou était-il un danger plus grand encore, capable de démasquer son double jeu d'un simple regard ? La ligne entre le devoir et l'attraction interdite commençait déjà à s'estomper, mince et dangereuse, au cœur d'un pari qui n'attendait qu'une étincelle pour exploser. Elle sentait en elle une curiosité grandir, une pointe d'empathie malgré elle, un trouble qu'elle se refusait d'analyser. Elle le savait, Werner Schmidt était une énigme, et les énigmes, même les plus fascinantes, pouvaient être mortelles. Le ciel parisien de fin d'automne s'étirait, d'un gris perle, au-dessus du jardin du Luxembourg. Les statues, parées d'une fine pellicule de givre naissant, semblaient observer le monde avec une indifférence millénaire. Élise était assise sur un banc humide, dissimulé à demi par un bosquet de marronniers dégarnis, son exemplaire de Valérie en main, une couverture parfaite pour ses pensées agitées. Jean-Luc, l'air grave, avait pris place à ses côtés. Son souffle se condensa en un petit nuage vaporeux avant qu'il ne parle. « Le jeu de miroir, Élise, commença-t-il d'une voix basse, presque un murmure. « Est fascinant, n'est-ce pas ? On y projette ce que l'on souhaite voir. Mais parfois, le reflet est plus dangereux que l'original. » Élise retint sa respiration. Elle savait que Jean-Luc, avec son intuition aiguisée, avait perçu quelque chose dans ses récits, ou plutôt dans ses silences, concernant la Hauptmann Schmidt. Un Allemand cultivé reste un Allemand, et un officier, même s'il cite Rilke, est un rouage de la machine. Ne l'oublie jamais. Son regard pénétrant balaya le parc, s'assurant qu'il n'était pas écouté, avant de revenir sur elle. Les plans du mur de l'Atlantique, c'est notre priorité absolue. Les Anglais et les Américains ont besoin de chaque détail, de chaque brique, de chaque emplacement d'artillerie. L'opération d'envergure qui se prépare dépend de ces informations. Élise sentit un frisson la parcourir, plus froid que l'humidité ambiante. Le mur de l'Atlantique, c'était d'une autre ampleur que les mouvements de troupes ou les stocks d'essence. Nous avons une piste, indirecte, quelqu'un dans l'administration allemande avec un accès potentiel. Mais l'approche est délicate. Cela demande un accès au cercle où les informations techniques se mêlent aux discussions plus culturelles, aux endroits où l'on se sent en sécurité.
Il ne le dit pas, mais la suggestion planait lourdement entre eux. Un seul nom résonnait dans le silence, inavoué. Werner Schmidt. L'idée la répugnait. Utiliser cette étrange connexion, cette étincelle intellectuelle pour l'espionnage, la dévalorisait. C'était une trahison d'une autre sorte, mais l'image de Pierre, le visage durci par la détermination, apparut dans son esprit. La France, la liberté. Quelques jours plus tard, la librairie retrouva son silence feutré, trompeur. Le tintement de la clochette annonçant l'entrée d'un client résonna, et Élise leva les yeux. Werner Schmidt se tenait là, enveloppé dans son uniforme impeccable, mais son regard était moins lointain que d'habitude, plus direct. Il tenait un petit livre ancien entre ses mains, qu'il reposa délicatement. « Mademoiselle Dubois ?» commença-t-il, sa voix grave brisant la quiétude. « J'espère ne pas vous déranger ?» Il esquissa un sourire fugace, empreint d'une mélancolie qu'elle commençait à reconnaître. « Une occasion rare se présente, un récital privé de Beethoven, un pianiste exceptionnel. » La Wehrmacht organise parfois ces moments pour adoucir les mœurs ou peut-être pour se rappeler qu'il y a autre chose que les cartes et les rapports. Son invitation était prononcée avec une politesse exquise, mais il y avait une urgence sous-jacente, une sincérité inhabituelle dans son regard qui la déconcerta. C'était une offre personnelle, au-delà de leurs joutes littéraires habituelles. Il l'invitait à entrer dans son monde, un monde qu'elle était censée infiltrer. Élise sentit son cœur cogner contre ses côtes. Le piège, ou l'opportunité, était là, devant elle, palpable. Elle se rappela les mots de Jean-Luc, le mur de l'Atlantique, la nécessité. Elle masqua sa surprise derrière un voile d'indifférence étudiée. Un récital de Beethoven. Intéressant, Hauptmann. La musique, en effet, a ce pouvoir singulier de transcender les circonstances. Elle hésita juste assez longtemps pour que son acceptation ne paraisse ni trop prompte ni trop réticente. Pourquoi pas ? La mélodie est parfois la seule vérité qui nous reste. Le léger assentiment de Werner fut presque un soulagement. « Je vous enverrai les détails. Alors, mademoiselle Dubois, à bientôt. » Il quitta la librairie, laissant derrière lui une atmosphère chargée d'une tension nouvelle, comme si l'air lui-même s'était épaissi. La nuit tomba sur Paris, un lourd drap d'encre parsemé des rares lumières voilées de l'occupation. Dans son petit appartement, le silence était un poids sur Élise. Elle se tenait à la fenêtre, le souffle embué sur la vitre froide, regardant les toits sombres de la ville qui dissimulaient tant de secrets, tant de peurs. Elle avait accepté. Le mot était amer sur ses lèvres. Elle, Élise Dubois, allait s'engouffrer dans la gueule du loup, mais avec une perversité morale qu'elle n'aurait jamais imaginée. L'image de Werner, son regard si souvent mélancolique, se superposait à l'ordre froid de Jean-Luc. Était-ce une prostitution de l'esprit qu'elle s'apprêtait à commettre ? Ou un sacrifice nécessaire sur l'autel de la liberté ? Le fantôme de Pierre planait dans la pièce, ses yeux accusateurs, mais aussi encourageants. Pour la France, Élise. Pour nous. Elle se convainquit que c'était pour lui, pour la mémoire de tous ceux qui étaient tombés. Pourtant, une part d'elle-même, plus secrète, plus trouble, ressentait une étrange fascination pour cette descente dans l'ambiguïté. Werner était une énigme qu'elle se sentait poussée à résoudre, même si la solution pouvait la briser. Elle avait franchi une ligne, non pas celle de l'engagement, mais celle de l'intégrité personnelle. Désormais, sa vie serait un nœud gordien de mensonges et de vérités à double tranchant. Le mur de l'Atlantique l'attendait, et avec lui, le risque d'un amour interdit, une blessure que même la victoire ne pourrait panser. Le jeu avait commencé, et Élise sentait déjà le vertige de la chute. Le jour du concert se leva sur Paris avec une indifférence désolante. Le ciel, une toile gris-perle, semblait retenir son souffle, lourde de promesses non tenues et de silences forcés. Élise avait passé l'après-midi à lutter contre les nœuds de son propre esprit, cherchant une armure dans la simplicité de sa robe la plus discrète, un tissu sombre qui, espérait-elle, reflèterait l'austérité nécessaire à sa tâche. Chaque geste, chaque détail de sa toilette était une tentative de masquer le tremblement intérieur, le vertige d'une funambule marchant sur un fil tendu entre le devoir et un abîme inconnu. À l'heure convenue, la rue était déserte, balayée par un vent frais qui chassait les feuilles mortes et le mince courage d'Élise. Le son d'un moteur, inhabituel à cette heure, déchira le silence. Une Mercedes noire, d'une propreté ostentatoire, s'arrêta quelques mètres devant la librairie. La portière s'ouvrit et Werner Schmidt en sortit. Son uniforme, impeccable, était un rappel brutal de l'occupation, mais son visage, éclairé par le pâle réverbère, portait cette même mélancolie retenue qu'Élise avait déjà perçue.
Il ne sourit pas, mais un hochement de tête poli, presque formel, valait 1000 mots. « Mademoiselle Dubois, dit-il, sa voix grave brisant la solitude du trottoir. Je craignais que vous n'ayez changé d'avis. Les engagements, Hauptmann, sont faits pour être tenus, répondit Élise, le ton plus assuré qu'elle ne l'était. Elle sentait le poids de son regard, à la fois interrogateur et dénué de jugement, comme si elle était une partition qu'il tentait de déchiffrer. Il lui ouvrit la portière arrière, un geste inattendu de courtoisie. L'intérieur de la voiture, chaud et silencieux, était un petit monde à part, un refuge trompeur loin des rues patrouillées. Le contraste avec l'extérieur était saisissant, presque obscène. Élise s'y engouffra, le cœur battant la chamade, consciente d'avoir franchi un seuil invisible. La voiture glissa sans un bruit à travers les rues sombres, passant devant les postes de contrôle allemands avec une autorité silencieuse. La ville lumière n'était plus qu'une ombre, éclairée ici et là par les faisceaux des phares et les voiles bleutés des lampes. Le concert n'avait pas lieu dans une salle publique, mais dans le salon somptueux d'un hôtel particulier réquisitionné, non loin du parc Monceau. Des uniformes allemands emplissèrent la pièce, mêlés à quelques visages civils français, choisis sans doute pour leur docilité ou leur influence. C'était une mascarade de normalité, une bulle de culture au milieu de la barbarie. Les premières notes d'un quatuor à cordes de Beethoven emplirent la pièce, un flux ininterrompu d'harmonie et de mélancolie. La musique, une langue universelle, semblait vouloir effacer les frontières, les uniformes, les haines. Élise s'efforça de se concentrer, d'écouter, de respirer cette beauté, même si chaque accord résonnait avec une dissonance intérieure. Elle sentait le regard de Werner posé sur elle de temps à autre, mais elle évitait de le croiser, préférant s'absorber dans l'obscurité des cordes vibrantes. Pendant l'entracte, l'air s'emplit du cliquetis des verres et de conversations étouffées. Werner lui tendit une coupe de champagne, son sourire presque imperceptible. Beethoven a une manière de... Il chercha ses mots. De rendre l'ineffable supportable, ne trouvez-vous pas ? Élise prit une gorgée, le pétillement sur ses lèvres, rappelant le danger de la situation. Ou de nous rappeler à quel point l'ineffable est pourtant bien présent. Elle lui rendit son regard, un instant fugace où leurs pensées, leur monde, semblaient se toucher dangereusement. Vous semblez particulièrement sensible à sa mélancolie, Hauptmann. Un froncement à peine visible passa sur le front de Werner. La mélancolie est un luxe que l'on ne peut s'offrir que si l'on a encore quelque chose à perdre. Il marqua une pause, ses yeux s'attardant sur un tableau de maître au mur, puis revinrent à elle avec une intensité troublante. Ou à regretter. Élise capta l'amertume voilée dans ses mots. C'était une brèche minuscule, mais une brèche tout de même. Et l'Allemagne, Hauptmann, regrette-t-elle ? Elle avait osé. La question, lancée comme une fléchette empoisonnée, se voulait anodine. Werner la regarda fixement, son expression redevenue impénétrable. Les nations, mademoiselle Dubois, ne regrettent jamais. Elles réécrivent à l'histoire. Ce sont les hommes qui regrettent, et certains plus que d'autres. Il détourna le regard, signalant la fin de cette incursion dans le tabou. Le quatuor reprit, et avec lui le silence tendu. Élise se sentait à la fois frustrée et étrangement excitée. Elle avait touché une corde sensible, même si elle n'en avait pas encore compris la mélodie. Le mur de l'Atlantique semblait lointain, perdu dans les résonances complexes de l'âme d'un homme. Le retour fut empreint d'un silence différent, plus lourd, moins respectueux. La nuit était tombée entièrement, noire et glaciale. Le couvre-feu vidait les rues, ne laissant que le balai des véhicules militaires. Élise sentait le froid mordre ses joues à travers la vitre de la voiture, mais une autre sorte de froid, plus insidieux, s'insinuait en elle. « Merci pour cette soirée, Hauptmann Schmidt », dit-elle en sortant de la voiture devant la librairie. La musique était un rappel nécessaire. Werner l'accompagna jusqu'à sa porte, son ombre immense se profilant sur la façade de l'immeuble. « J'espérais que cela vous plairait. » Il hésita, puis sortit un petit paquet de sa poche. « J'ai trouvé ceci dans une librairie allemande, un recueil de poèmes de Rilke. Je me suis dit que vous apprécieriez. » Élise prit le livre, ses doigts effleurant les siens. L'offrande était un geste de proximité, de reconnaissance, un piège subtil. « C'est très aimable de votre part, Hauptmann. » Elle sentait la tension monter, l'air se charger d'une électricité non dite. « Appelez-moi Werner, Élise, » dit-il soudain, sa voix plus douce, moins formelle. Son regard était intense, cherchant quelque chose dans le sien. Si nous devons nous perdre dans la mélancolie de Beethoven, autant le faire sans les barrières de nos uniformes, ou de leur absence. Le souffle d'Élise se coupa. Elle se tenait face à lui, le livre de Rilke serré contre sa poitrine comme un bouclier fragile. La proposition était dangereuse,
intime, une ligne invisible franchie avec une audace déconcertante. C'était l'invitation à un jeu bien plus risqué que la simple collecte d'informations. « Bonne nuit, Werner », répondit-elle, sa voix à peine un murmure. Elle se glissa à l'intérieur, la clé tournant avec un cliquetis sinistre dans la serrure, laissant Werner seul dans le froid parisien. Dans la solitude de son appartement, le livre de Rilke entre les mains, Élise sentait une nouvelle sorte de vertige. Ce n'était plus seulement le devoir, ni la vengeance. C'était une étrange, une terrifiante attraction. La ligne de démarcation entre l'ennemi et l'homme était devenue floue, estompée par la musique, par les mots, par la mélancolie partagée. Le jeu avait commencé et elle ne savait plus si elle était la chasseresse ou la proie. Le jour suivant, Paris semblait avoir revêtu son manteau de grisaille. Le ciel bas pesait sur les toits de zinc et une pluie fine, persistante, lavait les pavés des boulevards. Élise fut convoquée d'urgence. Le message, glissé sous sa porte, ne portait aucune fioriture, juste l'heure et l'adresse habituelle. Un petit atelier de reliure près de la place Dauphine, dont le propriétaire, un vieil homme taciturne, était un vétéran de la Grande Guerre et un pilier de la Résistance. L'ambiance, dans l'arrière-salle où s'empilaient des liasses de papier jauni et l'odeur âcre de la colle, était palpable. Jean-Luc, le visage creusé par la fatigue et la tension, était entouré de 3 autres membres du réseau Liberté. Des visages familiers, mais des noms rarement prononcés à voix haute. Le silence de leurs entrées respectives, la rapidité de leurs regards échangés, disaient l'urgence bien mieux que des mots. « Nous avons de nouvelles informations », commença Jean-Luc. Sa voix basse, un murmure qui contrastait avec le cliquetis incessant de la pluie contre la vitre. « Londres nous a confirmé que l'opération Overlord est en phase avancée. Le débarquement, Élise, il est imminent. » Le mot résonna en elle, lourd de promesses et de dangers. Le débarquement, la libération tant attendue, mais à quel prix ? Pour que cette opération ait la moindre chance de succès, poursuivit-il, ses yeux gris scrutant chacun d'eux, les Alliés ont besoin de détails sur le mur de l'Atlantique. Plan de fortification, emplacements exacts des batteries, effectifs des troupes, chaque renseignement peut sauver des milliers de vies. Un silence pesant s'installa. Élise sentait le poids de cette exigence. Son cœur battait la chamade, non pas de peur, mais de la conscience aiguë de l'enjeu. « Mais il y a plus grave, » dit Jean-Luc, sa voix se serrant. « Antoine, notre agent responsable des transmissions vers le sud, a disparu depuis 3 jours, et les Alliés ont intercepté un message codé, un avertissement. Il y a une taupe, un Spitzel au sein de notre réseau. » Le sang d'Élise se glaça. Une taupe, le cauchemar de toute organisation clandestine, la menace invisible, silencieuse, qui pouvait faire s'écrouler des mois de travail, de sacrifice en un instant. Cette taupe s'intéresse particulièrement aux informations sur le mur de l'Atlantique, précisa un homme aux cheveux poivre et sel, le professeur Moreau, chimiste de formation et maître des codes. Elle a relayé des demandes spécifiques, bien trop détaillées pour un simple curieux. Les regards convergèrent alors vers Élise, elle comprit. Sa relation avec Werner, jusqu'ici une source d'informations périphériques, devenait le centre d'une opération vitale. « Élise, » reprit Jean-Luc, son ton à la fois solennel et implorant, « votre proximité avec la Hauptmann-Schmidt est notre meilleure, et peut-être notre unique, chance. Nous avons besoin que vous infiltriez son cercle intime. Obtenez les plans du mur, s'il les détient, et surtout, aidez-nous à démasquer cette taupe. » Le dilemme moral la frappa de plein fouet. Utiliser Werner, dont elle avait entrevu la mélancolie, l'humanité sous l'uniforme, comme un pion dans ce jeu de vie ou de mort, le trahir, ou être trahi par lui ou par la taupe, le devoir contre cette étrange, cette dangereuse étincelle d'humanité qu'elle avait trouvée dans l'ennemi. La ligne était tracée, impitoyable. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de rencontres, de mots chuchotés et de regards lourds de sens. Élise et Werner se voyaient plus souvent, leur rendez-vous transcendant les codes et les conventions de l'occupation. Ils déambulaient dans des passages couverts, déserts et silencieux, dont les verrières poussiéreuses filtraient de la lumière grise de l'hiver parisien. Ils s'attardèrent dans des galeries d'art improvisées où quelques toiles de maître, miraculeusement épargnées, offraient un refuge éphémère à la beauté. Où ils se retrouvaient dans des cafés discrets de la rive gauche, des havres où l'on murmurait plutôt que l'on parlait, et où le fond d'un verre de vin rouge pouvait cacher 1000 secrets. Élise jouait son rôle avec une précision mortelle. Elle mêlait le charme naturel de sa jeunesse à une vulnérabilité savamment dosée, explorant les failles de Werner. Elle l'écoutait parler de son aversion pour la brutalité du régime,
de son désenchantement grandissant, de sa nostalgie pour une Allemagne qu'il ne reconnaissait plus. Il lui confiait son amour pour la philosophie, pour la littérature française, celle-là même qu'il était censé contrôler. Il y avait dans ses yeux cette même mélancolie partagée que celle qu'elle portait en elle. Et Élise observait, écoutait, mémorisait. Chaque conversation était une mine d'informations indirectes. Les noms des officiers qu'il croisait, les régions qu'il mentionnait, les allusions à des projets importants sur la côte. Elle devint un livre ouvert, retenant des bribes de conversation, des numéros d'unités entendus par hasard, des noms de codes chuchotés à travers une porte entr'ouverte. Sa mémoire photographique était son arme la plus aiguisée. Pourtant, un doute insidieux commençait à la ronger. Ce mélange d'humanité et de discipline militaire, de culture et de cruauté, était-il authentique ? Werner était-il un simple pion, lui aussi, pris dans un jeu qu'il dépassait ? Ou était-il un ennemi rusé, testant ses limites, la piégeant à son tour ? Chaque regard intense, chaque mot doux, chaque geste de proximité était une énigme. La ligne entre la séduction et l'espionnage, entre l'attraction et la trahison, était dangereusement fine. Un soir, après un concert improvisé de musique de chambre dans un salon du 8e arrondissement, Werner la raccompagna jusqu'à la librairie. L'air était froid et le silence de la rue était seulement brisé par le claquement occasionnel de bottes au loin. « Élise », dit-il, rompant le silence, son souffle se condensant en buée. « J'ai quelque chose à vous montrer. Quelque chose que je pense pourrait intéresser votre esprit curieux. » Il la fit entrer, non pas dans la librairie, mais dans le petit appartement au-dessus, qu'il occupait occasionnellement pour ses affaires culturelles. L'endroit était sobre, impeccablement rangé, mais une pile de documents, recouverts d'une carte de la France côtière, trônait sur une petite table basse. Il alla chercher une bouteille de vin et 2 verres. « J'ai travaillé sur un rapport pour mon supérieur », expliqua-t-il, désignant les documents d'un mouvement de tête. Des cartes topographiques de la côte atlantique, des études sur les fortifications romaines, une comparaison historique, vous savez. Je me suis dit que vous apprécieriez la cartographie. Son sourire était charmant, mais ses yeux ne quittaient pas les siens. Élise sentit la tension monter, reconnaissant le piège. La carte, en elle-même, n'était qu'une carte, mais les documents qui l'accompagnaient, des notes manuscrites, des annotations techniques en allemand, quelques croquis. Ce n'était pas un simple recueil historique, c'était une invitation dangereuse, une provocation, un test. Elle se pencha, son regard glissant sur les documents, feignant un intérêt pour la précision des tracés historiques, pour la qualité du papier. C'est fascinant, Werner. La topographie est une science en soi. Mais ces annotations, elles semblent très spécifiques. Elle ne montra aucune précipitation, aucune gourmandise. Elle ne tenta pas de lire les détails, consciente qu'il l'observait. « En effet, répondit-il, le coin de sa bouche se levant légèrement. Des détails techniques sur l'évolution des défenses côtières. Il servit le vin. « J'aimerais en discuter plus longuement avec vous. Peut-être un autre soir. Je suis sûr que vous y trouveriez des choses surprenantes. »« Volontiers, Werner, » répondit-elle, son cœur martelant ses côtes. Elle prit une gorgée de vin, laissant le liquide chaud réchauffer sa gorge. La stratégie défensive à travers les âges, c'est un sujet que je serais ravi d'explorer avec vous. Elle posa le verre, un sourire énigmatique sur ses lèvres. Le jeu du chat et de la souris avait atteint son paroxysme. De retour auprès de Jean-Luc et du professeur Moreau, Élise relata la scène avec une précision glaçante. Le piège de Werner était évident, mais aussi, pour elle, une opportunité. « Il sait que je cherche quelque chose, » dit-elle, la voix tendue. Ou du moins, il soupçonne mon intérêt pour des informations qui dépassent la simple curiosité intellectuelle. Mais il ne sait pas quoi exactement. C'est le moment de l'utiliser. C'est alors qu'Élise proposa sa stratégie. Une idée audacieuse, risquée, mais potentiellement décisive pour démasquer la taupe. « Nous allons fuiter un faux renseignement », expliqua-t-elle, traçant des lignes imaginaires sur la table de l'atelier. Un renseignement crucial sur un point stratégique du mur de l'Atlantique. Nous le ferons passer par 3 canaux distincts, chacun attribué à un de nos suspects potentiels au sein du réseau. Chaque version sera légèrement différente, un détail infime, une erreur délibérée. Moreau, les yeux brillants derrière ses lunettes, hocha la tête. Un code de l'erreur, brillant. « Et quelle version ferez-vous passer à Schmitt ?» demanda Jean-Luc, ses yeux sondant les siens. « La mienne !» répondit Élise avec une détermination froide. « Une 4e version, contrôlée, que je glisserai dans une de mes conversations. Si le renseignement original refait surface via Werner ou s'il est utilisé par la taupe, nous saurons qui elle est.
Si la version de la taupe correspond à l'une des 3 que nous avons plantées, alors nous aurons notre homme. Le plan était établi. La tension au sein du petit groupe était presque suffocante. L'attente serait insoutenable. Chaque jour passé avec Werner une danse macabre entre l'intimité et la trahison. Élise devrait continuer à maintenir la façade, à jouer son rôle à la perfection, à guetter le moindre signe de la trahison. Le temps pressait, le débarquement se rapprochait et le piège se refermait lentement, implacablement, sur la ville endormie, sur le réseau, sur Élise elle-même. Les cartes étaient redistribuées et le jeu final avait commencé. Les jours suivants, le briefing tendu avec Jean-Luc et Moreau furent pour Élise une danse macabre, une chorégraphie mortelle exécutée sur le velours poussiéreux de Paris. Chaque lever de soleil jetait une lumière plus crue sur sa tâche, chaque pas dans les rues familières résonnait du poids des secrets et de l'imminence du danger. La ville lumière, sous l'uniforme gris-vert de l'occupation, continuait de briller d'une beauté mélancolique, un écrin somptueux pour les actes de trahison et de courage qui s'y jouaient. Élise avait déjà semé les 3 versions légèrement différentes du faux renseignement parmi les suspects du réseau, discrètement, avec l'élégance d'une ballerine. Désormais, toute son attention se portait sur Werner. La plus délicate des opérations l'attendait. Un après-midi pluvieux, alors que les cieux parisiens pleuraient une indifférence grise sur les toits de zinc, Werner Schmidt entra dans la librairie. Le tintement de la clochette, habituellement un signal de routine, résonna ce jour-là comme le glas d'une décision irrévocable. Il portait son uniforme d'officier, immaculé, mais il y avait dans son regard, plus que d'habitude, cette lueur pensante, presque introspective qui avait d'abord intrigué Élise. « Mademoiselle Dubois », salua-t-il d'une voix grave et douce, « il semble que la météo partage mon humeur du jour. »« Ah, Hauptmann Schmidt » répondit Élise, son sourire aussi parfait que son jeu d'actrice, « j'espérais que votre humeur, au moins, éclaircirait cette grisaille. Que puis-je pour vous aujourd'hui? Un peu de philosophie pour chasser la mélancolie, peut-être ?» Werner s'approcha du comptoir, son regard balayant les étagères garnies de vieux volumes. La philosophie, chère Élise, ne fait que compliquer ce que le cœur rend simple. Je suis plutôt à la recherche d'ouvrages sur l'histoire locale, les mythes et légendes de la côte atlantique, si vous en avez. Notre division s'intéresse aux particularités géographiques, aux sites anciens, pour des raisons, disons, archéologiques. Il y avait une pointe d'ironie dans sa voix, un clignement d'œil complice qui rendait la plaisanterie à la fois charmante et dangereuse. Élise saisit l'opportunité. Comme par hasard, j'ai justement déniché un petit bijou l'autre jour, un guide régional, très ancien, intitulé « Les sentiers oubliés de la côte atlantique ». Il parle de vieilles légendes, de villages disparus. Elle se pencha pour fouiller dans une pile de nouveautés qui servait de cachette. « Ah, le voici. Il y a un chapitre fascinant sur la région du Morbihan. » Elle le posa délicatement sur le comptoir, l'ouvrant à une page marquée d'un fin signet de soie. « Regardez ici, Hauptmann. Il est question d'un ancien village de pêcheurs, Port-Vendée. Il n'existe plus sur les cartes modernes, bien sûr, et d'une curieuse légende. Un système de tunnels romains, dit-on, qui mènerait sous un vieux phare, près d'une crique maintenant engloutie. Le livre insiste sur la particularité du terrain, des falaises friables et des grottes sous-marines. On dit que les contrebandiers y passèrent des siècles. » Elle leva les yeux vers lui, un mélange d'innocence et de curiosité feinte. N'est-ce pas étrange ? On se demande si ces vieilles histoires ne dissimulent pas parfois des vérités plus pragmatiques. La nature ne change pas, elle se contente d'attendre. Je me disais, au vu de vos travaux sur le mur de l'Atlantique, que cela pourrait vous intéresser. Ces vieilles structures, ces faiblesses naturelles. Werner prit le livre. Ses doigts effleurèrent la page que lui montrait Élise, sa main se posant brièvement sur la sienne. Un frisson inattendu traversa Élise. Il y avait une tendresse presque imperceptible dans ce contact, un courant électrique qui menaçait de faire vaciller sa résolution. Il était si facile de se perdre dans cette illusion d'intimité. « Vous avez l'œil, mademoiselle Dubois », dit Werner, son regard perçant. Il lisait la page, son expression impénétrable. Les histoires anciennes sont souvent les plus instructives. La géographie, comme la mémoire, garde toujours ses secrets. Il marqua une pause, puis ajouta d'un ton plus léger, presque badin. Je me demande si ces tunnels, s'ils existent, seraient assez larges pour une charrette de vin ou peut-être un bataillon de soldats alliés. Il sourit, un sourire qui ne parvenait pas tout à fait à atteindre ses yeux. Élise, malgré son entraînement, sentit une goutte de sueur froide perler sur sa nuque. Avait-il perçu la nuance ?
Son sourire se raidit légèrement. Pour une charrette, c'est certain. Pour un bataillon, l'histoire ne le dit pas. Mais les légendes ont parfois la vie dure, n'est-ce pas? Elles sont tenaces, oui, confirma Werner, refermant le livre. Merci, Élise. C'est un sujet que j'étudierai avec une attention particulière. Qui sait ce que l'on peut découvrir en fouillant les vieilles pierres? Il acheta le livre, glissant quelques billets sur le comptoir. Leur échange, pour l'observateur extérieur, était celui d'une cliente et d'un libraire, agrémenté d'une légère coquetterie intellectuelle. Pour Élise, chaque mot était un fil tendu, chaque regard une lame affûtée. Après le départ de Werner, le silence de la librairie lui parut assourdissant. Elle se sentit vidée, mais aussi étrangement galvanisée. La graine était plantée. L'attente commencerait maintenant, longue et oppressante. Elle avait joué sa carte, la plus dangereuse de toutes, et la ville continuait de respirer autour d'elle, indifférente au drame qui se nouait dans l'ombre. Chaque bruit de bottes, chaque sirène lointaine, chaque battement de son propre cœur résonnait comme un conte à rebours. Le piège était en place. Il ne restait plus qu'à attendre de voir quelle proie il allait prendre. Les jours qui suivirent furent un lent supplice pour Élise, une chorégraphie silencieuse de l'attente. Chaque tintement de la clochette de la librairie la faisait tressaillir. Le Paris gris de l'occupation continuait son bal macabre, rythmé par le pas lourd des bottes et le murmure étouffé des conversations. Elle triait des ouvrages poussiéreux, son esprit ailleurs, revivant chaque mot échangé avec Werner Schmitt, pesant chaque intonation, cherchant une faille ou une promesse. Puis, il revint. Un après-midi pluvieux, la lumière de la librairie luttant contre la grisaille extérieure, la clochette tinta. Werner se tenait sur le seuil, une silhouette élancée encadrée par l'embrasure de la porte, tenant sous son bras un épais volume relié de cuir sombre. Ses cheveux blonds étaient légèrement humides, et son regard, bien que calme, portait une intensité nouvelle. « Bonjour, mademoiselle Dubois », dit-il, sa voix grave se mêlant au crépitement de la pluie. « J'ai trouvé ce magnifique ouvrage sur les fortifications côtières du XVIIe siècle, une curiosité architecturale fascinante, non ?» Élise sentit son cœur cogner contre ses côtes. Le piège, il était là. « En effet, Hauptmann, » répondit-elle, un sourire poli plaqué sur ses lèvres. « Nous avons quelques éditions rares sur le sujet. Vous cherchiez quelque chose de précis? En fait, je me demandais si vous aviez un certain recueil de poèmes, un de ces auteurs régionaux oubliés, de la Basse-Normandie. Vous savez, ceux qui célèbrent la rudesse de la côte. Mon grand-père en était friand, je crois. » Son regard glissa vers une étagère lointaine, précisément celle où Élise avait dissimulé le volume de contes et légendes de la mer normande, le livre piégé. Élise acquiesça, la gorge un peu sèche. « Bien sûr, je dois avoir cela. Un moment, s'il vous plaît. » Elle se dirigea vers l'étagère, ses doigts effleurant les tranches des livres, trouvant le volume marqué. Elle le ramena, l'échangeant presque imperceptiblement avec l'ouvrage qu'il venait de poser sur le comptoir, tout en feignant de chercher un détail dans le livre de fortification qu'il tenait. Le contact de leurs doigts fut fugace, électrique. Werner feuilleta le recueil de poèmes, son expression indéchiffrable. Excellent. La poésie, un refuge face à la réalité la plus brute, n'est-ce pas? Il paya, son regard s'attardant sur elle une seconde de trop. « Je vous remercie, Élise. Votre librairie est une véritable mine d'or, d'informations. » Le soulagement d'Élise fut de courte durée. Quelques jours plus tard, Werner revint, toujours sous prétexte d'un nouvel achat ou d'une simple conversation. Cette fois, l'air de rien, il aborda le sujet du « mur de l'Atlantique ». « J'ai relu le poète normand que vous m'avez conseillé, Élise », commença-t-il, un livre de Valérie en main. Très évocateur. Et étrangement, certaines de ses descriptions des falaises m'ont rappelé des cartes récentes. Il marqua une pause, son regard scrutateur. Il est fascinant de voir comment l'histoire et la géographie se répondent. Prenez par exemple les défenses côtières. On m'a parlé récemment d'une batterie d'artillerie lourde, tout près de Cherbourg, dans un secteur apparemment considéré comme vulnérable par les services de renseignement britanniques. Une information plutôt curieuse, n'est-ce pas, étant donné la configuration du terrain et les observations que j'ai pu faire sur d'autres documents? Le sang d'Élise se glaça. La fausse information qu'elle avait glissée dans le livre piégé mentionnait précisément cette zone comme un point faible, mais avec une absence délibérée de mention d'artillerie lourde afin de minimiser son importance. Werner, avec une subtilité glaçante, venait de signaler une divergence majeure. Il ne tombait pas dans le panneau. Pire, il possédait des informations réelles, contradictoires, sur les défenses allemandes. Curieux en effet, Hauptmann,
parvint-elle à articuler un sourire contraint. Les rumeurs de guerre sont souvent contradictoires. Chaque source a sa propre vérité. Werner la dévisagea, un pli d'amusement ou de compréhension au coin de ses lèvres. La vérité, mademoiselle Dubois, est une marchandise rare et précieuse, surtout en temps de guerre, et parfois elle se cache dans les détails les plus insignifiants. Il acheta le Valérie, puis ajouta, comme en passant, « Il semblerait que certains de vos informateurs littéraires, si je puis dire, manquent parfois de précision. » Après le départ de Werner, Élise se sentit étranglée par une peur froide. Il ne se méfiait pas seulement, il savait. Il savait qu'elle lui donnait de fausses informations, et il avait les moyens de le vérifier. Cela ne pouvait signifier qu'une chose, une taupe. Quelqu'un au sein de son propre réseau, Liberté, transmettait des informations à l'ennemi. Des informations exactes, suffisamment détaillées pour déjouer le piège qu'elle avait tendu. La trahison. Le mot résonnait dans sa tête, lourd de conséquences. Qui ? Jean-Luc, son mentor, figure paternelle ? Impossible. Pourtant, le doute, insidieux, commençait à s'installer. Chaque visage aperçu lors des réunions secrètes, chaque mot échangé, était désormais suspect. Son dilemme était atroce. Continuer à jouer son rôle auprès de Werner, sachant qu'il la démasquerait à chaque fois, risquant sa vie et celle de son réseau. Ou alerter Liberté de la présence d'une taupe, ce qui impliquerait une purge, des arrestations et la destruction de la confiance au sein du mouvement. Et qu'en serait-il de Werner ? L'homme qui, malgré tout, avait éveillé en elle une étrange, une dangereuse attirance, était-il un adversaire averti ou une victime instrumentalisée par une source interne ? Le jeu d'échecs était devenu une partie de poker menteur, et les enjeux étaient des vies humaines. La guerre, elle le réalisait, n'était pas seulement une lutte contre l'ennemi extérieur, mais aussi une bataille pernicieuse contre le mal qui gangrenait l'intérieur. La nuit suivante, Paris s'embrasa. Élise était en mission, acheminant un paquet de tracts à un contact dans le 14e arrondissement sous le prétexte d'une livraison de livres tardive. Alors qu'elle traversait une ruelle sombre, une lueur orange déchira la nuit, suivie par des crépitements secs et l'odeur âcre de la fumée. Un entrepôt de matériel de propagande allemand qu'un petit groupe de résistants avait ciblé était en flammes. Mais quelque chose n'allait pas. Au lieu de l'exécution discrète et rapide prévue, des sirènes retentirent presque instantanément. Des camions de la Gestapo, surgis de nulle part, bloquèrent les issues. Des cris, des coups de feu. Élise se plaqua contre un mur, le cœur battant à tout rompre. Elle vit des silhouettes courir, des ombres s'effondrer. Puis, sous la lueur vacillante des flammes et des phares, elle reconnut un visage. C'était Henri, un jeune homme du réseau, dont le sourire effacé lui avait parfois rappelé son frère. Il était à terre, encerclé, un officier allemand lui pointant une arme à la tempe. Ce n'était pas un simple coup du sort. La rapidité de l'intervention allemande, la précision avec laquelle ils avaient intercepté les résistants, c'était une preuve accablante. La taupe avait agi. Elle avait vendu Henri et son groupe. La révélation la frappa comme un coup de poing. Le dilemme n'en était plus un. Elle devait démasquer le traître. Le prix de l'inaction était trop élevé. Et tandis que les flammes peignaient un tableau infernal sur le ciel parisien, Élise comprit que le piège qu'elle avait tendu à Werner Schmitt s'était retourné contre elle, révélant une menace bien plus insidieuse, nichée au cœur même de ce qu'elle croyait être son sanctuaire. La nuit de l'incendie avait laissé des cicatrices non seulement sur le ciel de Paris, mais aussi dans l'âme d'Élise. Le tableau de Henri, la tempe visée par l'arme, se rejouait en boucle dans son esprit, une brûlure froide. Ce n'était plus une question de risque extérieur, de patrouille ou de Gestapo. La menace s'était infiltrée, venimeuse, au cœur même de son sanctuaire. Chaque visage familier du réseau, chaque sourire, chaque mot échangé était désormais enveloppé d'une ombre. La confiance, ce luxe si fragile en temps de guerre, était devenu une arme à double tranchant. Les rues de Paris, sous un soleil hivernal pâle, semblaient se moquer de sa détresse. Les façades haussmanniennes, si élégantes, cachèrent des appartements où l'on murmurait des secrets mortels. Le parfum du café et du tabac, mêlé à l'odeur persistante du charbon et de la peur, remplissait l'air. Élise se déplaçait avec une nouvelle acuité, ses sens tendus. Elle observait, elle écoutait. Chaque petite mission, chaque échange de messages était une opportunité de déceler une anomalie, un regard fuyant, une hésitation. Elle rencontra Jean-Luc quelques jours plus tard, dans l'arrière-salle d'un petit bistrot près des Gobelins. L'atmosphère était lourde. Jean-Luc, le visage creusé, lui fit part de l'intensification de la surveillance allemande et des pertes subies. Il parlait de malchance, de vigilance accrue. Élise l'écoutait,
son cœur serré par le déni qu'elle sentait en lui, ou peut-être la peur. « Nous devons redoubler de prudence, Élise, » dit-il en remuant son café sans le boire. « Les murs ont des oreilles et les yeux de l'ennemi sont partout. » « Ou peut-être, » répondit Élise d'une voix neutre, son regard traversant la fenêtre pour se perdre sur un groupe d'officiers allemands qui passaient. « Certains de ces yeux sont les nôtres. » Un silence glacial tomba. Jean-Luc la fixa, ses yeux révélant un mélange de choc et de réprobation. « Ne dites pas ça, Élise. La suspicion est le plus grand allié de l'ennemi. Et la naïveté, répliqua-t-elle doucement, sa plus belle offrande. Henri n'est pas mort par malchance, il a été vendu. » Leur conversation, comme un duel de fleurets invisibles, se termina sur une note amère. Élise savait qu'elle était seule dans cette chasse. La librairie devint le théâtre silencieux de son enquête. Werner Schmidt, avec sa régularité métronomique, continuait de venir. Leurs échanges, teintés d'une tendresse interdite, prenaient désormais une dimension nouvelle et dangereuse pour Élise. Chaque mot de Werner était passé au crible, chaque inflexion, chaque allusion. Elle cherchait, sans le dire, une faille, un indice, même involontaire. Un après-midi pluvieux, alors que Werner consultait des cartes topographiques détaillées de la côte atlantique, les fameux plans du mur, il se confia, presque à voix basse, sur les défis de la contre-intelligence. « Vous savez, mademoiselle Dubois, commença-t-il, un doigt pointé sur une ligne dentelée de la carte, la guerre n'est pas seulement menée sur les champs de bataille, c'est aussi une bataille d'ombre, de mensonges et de vérités déguisées. Nous devons constamment nous méfier des informations trop faciles, de celles qui semblent confirmer nos propres préjugés. » Il marqua une pause, un sourire énigmatique aux lèvres. La meilleure façon de démasquer un agent double n'est pas de le confronter, mais de lui donner une vérité empoisonnée. Une information si plausible qu'il la transmettra sans hésitation, mais qui contient une marque, une anomalie que seul l'initié pourra reconnaître. Les mots de Werner résonnèrent en Élise comme un coup de tonnerre. Une vérité empoisonnée, une marque. Elle se rappela une récente réunion du réseau, 2 semaines avant la capture de Henri. Jean-Luc avait fait circuler un rapport sur une prétendue nouvelle voie de ravitaillement allemande, un rapport délibérément conçu avec une petite imprécision géographique, une sorte de filigrane invisible, destinée à tester la fiabilité des sources allemandes. C'était un test interne, un piège pour l'ennemi et pour la taupe. Elle se souvint alors de Charles. Charles, un membre discret du réseau en charge des communications avec certains contacts extérieurs, un homme d'une 40aine d'années, toujours poli, toujours ponctuel, mais d'une étrange discrétion. Lors de cette réunion, alors que d'autres s'interrogeaient sur l'authenticité de cette information, Charles avait balayé les doutes d'un revers de main avec un aplomb inhabituel. « Inutile de perdre notre temps », avait-il dit avec un sourire figé. « C'est une diversion. J'en ai eu la confirmation. » Il n'avait jamais précisé sa confirmation, mais la rapidité et la confiance avec laquelle il avait invalidé l'information, avant même que le réseau n'ait eu le temps de la vérifier, le désignaient. Il avait su que c'était une vérité empoisonnée parce que les Allemands, à qui il l'avait transmise, la lui avaient renvoyée comme telle. Le sang d'Élise se glaça. Elle avait sa taupe. Le conseil de Werner, donné dans l'innocence d'une conversation littéraire, avait armé sa main. La complexité de cette guerre, où l'amour et la trahison s'entremêlaient, était insoutenable. Élise décida d'agir. Elle planifia une rencontre urgente pour finaliser les détails de la livraison des plans du mur de l'Atlantique, une opération d'une importance capitale. Elle savait que Charles serait là. Elle avait également divulgué à Charles, de manière subliminale, une heure et un lieu de rendez-vous légèrement différents pour un contact secondaire, sachant qu'il transmettrait cette information fallacieuse. C'était sa contre-marque, sa propre vérité empoisonnée. La nuit était froide et humide, les pavés luisants sous la lueur des réverbères voilés. La réunion devait avoir lieu dans un appartement discret du Marais, un endroit où les siècles de secrets semblaient s'accrocher aux pierres. Jean-Luc, Charles et Élise étaient les seuls présents. L'atmosphère était lourde d'une tension invisible. Les plans du mur, des croquis détaillés, étaient étalés sur une table. « Alors, Charles ?» commença Élise, sa voix étonnamment calme. « Avez-vous pu confirmer l'itinéraire de notre contact pour le colis principal ?» Charles, un peu pâle, se racla la gorge. « Oui, Élise, il faudra le faire passer par la rue des Francs-Bourgeois à 22 heures précises. J'ai eu la confirmation. » Élise le regarda fixement, ses yeux perçants. Jean-Luc, sentant quelque chose de non dit, fronça les sourcils. « Vraiment, Charles ?» dit Élise, un sourire douloureux aux lèvres. Car la dernière information que j'ai eue indiquait que la rue des Francs-Bourgeois serait sous surveillance allemande renforcée à cette heure-là. Le visage de Charles se décomposa.
La couleur le quitta, laissant une pâleur livide. Le piège s'était refermé. Il avait transmis la fausse information qu'Élise lui avait glissée, ignorant qu'elle contredisait une autre fausse information destinée à le piéger. Avant que Charles ne puisse prononcer un mot, avant que Jean-Luc ne puisse intervenir, des bruits de pas lourds résonnèrent dans l'escalier. Des voix. Allemandes. La porte fut enfoncée dans un fracas de bois et de plâtre. Des soldats allemands firent irruption, leurs fusils levés. À leur tête, immobile et le visage pétrifié, se tenait Hauptmann Werner Schmidt. Son regard balaya la pièce, s'arrêtant sur Élise, puis sur les plans étalés, et enfin sur Charles, qui avait l'air d'un homme pris au piège. « Hauptmann Schmidt !» s'exclama un sous-officier allemand, observant les plans. « Nous avons les preuves !» Werner, pâle, les yeux embués d'une confusion déchirante, ne bougeait pas. Il voyait Élise, la femme pour qui il avait développé des sentiments profonds, au cœur de l'ennemi. Le monde qu'il avait essayé de construire avec elle, fait de livres et de silences complices, s'écroulait en un instant. Charles, voyant la catastrophe, saisit l'occasion. « Elle, c'est elle la chef, c'est Élise Dubois, elle m'a forcé !» Jean-Luc tenta de s'interposer, mais fut repoussé brutalement. Les yeux d'Élise ne quittaient Maud pas ceux de Werner. Il y avait une blessure profonde, un désespoir silencieux. Il était là, son devoir contre son cœur, son honneur contre un amour impossible. Un instant figé où le destin de tous se jouait. Puis, une lueur de décision traversa le regard de Werner. Il leva sa main, non pas vers Élise, mais vers Charles. « Arrêtez cet homme !» ordonna Werner d'une voix rauque. « Il a tenté de me tromper en me fournissant des informations falsifiées sur cette opération. C'est lui la source de la fuite. » Les soldats, habitués à l'autorité de leur officier, hésitèrent un instant devant l'incohérence apparente de l'ordre, mais se dirigèrent vers Charles. Profitant de la confusion, Werner baissa discrètement les yeux vers Élise, un signe imperceptible qu'elle seule pouvait comprendre. Un ordre muet. Fuit. Sous le choc et la rapidité des événements, Jean-Luc, comprenant l'opportunité offerte, saisit les plans du mur et entraîna Élise vers une issue dérobée que seul le réseau connaissait. Les coups de feu retentirent derrière eux. Charles criait, protestait, mais les soldats l'emmenèrent, sous l'œil sombre de Werner. Élise et Jean-Luc parvinrent à s'échapper dans la nuit, laissant derrière eux le chaos. Les plans du mur de l'Atlantique étaient saufs, la taupe démasquée et neutralisée, mais le prix était incalculable. Le lendemain matin, Paris se réveilla sous un ciel gris, comme si la ville elle-même portait le deuil. Les journaux allemands rapportèrent l'arrestation d'un espion français et d'un officier de la Wehrmacht renégat, Hauptmann Werner Schmidt, disparu dans la nuit. Son nom fut jeté en pâture à la propagande, sa réputation salie, son destin scellé. Élise, cachée dans une nouvelle planque, contemplait la ville depuis une fenêtre sale. Le sacrifice de Werner, cet acte de rédemption et d'amour, avait sauvé sa vie et l'opération. Mais il avait aussi brisé son cœur. Leur amour, né de la poussière et du secret, n'avait pu survivre à la lumière crue de la vérité. Elle avait trouvé son courage, sa vengeance et même une forme de justice. Mais la lueur d'humanité qu'elle avait trouvée au cœur de la bête s'était éteinte. Le poids des secrets sur ses épaules était devenu insupportable, alourdi par le fantôme d'un amour impossible. Les étoiles de Paris, si souvent témoins de ces rendez-vous clandestins, semblaient s'être éteintes pour elle. La guerre continuerait, et Élise, plus forte mais infiniment plus seule, continuerait son combat. Mais elle porterait à jamais les cicatrices de « les amants du mur », un amour plus fort que la haine, mais pas assez pour défier les abîmes de la guerre. Le Paris qu'elle défendait serait libre un jour, mais la jeune femme qu'elle était l'aurait payé d'un prix qu'aucune victoire ne pourrait jamais rembourser. Les échos lointains des sirènes de police, les pas cadencés des patrouilles et le murmure mélancolique de la Seine continuèrent de chanter l'histoire de la ville lumière, une histoire écrite à l'encre de sang et de larmes, où même l'amour était une forme de résistance vouée à la tragédie.